Tout se résume à 5 mots simples et ordinaires répétés 3 fois à 3 hommes différents. La reine ne doit pas savoir, c'est tout le piège. Et la beauté absolue de ce moment, c'est que chacun d'entre eux hoche gravement la tête en jouant le rôle de conspirateurs loyaux alors qu'aucun ne dit la vérité. Tyrion le sait, et c'est précisément pour ça qu'il compte là-dessus. Parlons de ce qui se passe vraiment ici, parce qu'en surface, cela ressemble à une nouvelle main du roi en train de forger des alliances politiques standards. Tyrion propose un mariage pour la princesse Myrcella en étant stratégique et pragmatique, faisant exactement ce que font les mains. Mais cette scène ne parle pas du tout de ça. Ce dont elle parle vraiment, c'est d'un homme entrant dans un nid de vipères, essayant de découvrir laquelle va le mordre en premier. Voici le contexte complet. Tyrion vient d'arriver à Port-Réal avec un document de son père lui accordant la charge de Man par intérim. Il n'a pas d'armée derrière lui, ni d'alliés au conseil restreint. Il a Bronn, un mercenaire, qui changerait de camp pour le bon prix, et une poignée de sauvages des montagnes qui arrivent à peine à s'orienter dans les rues. Pendant ce temps, Cersei a passé des mois à consolider un pouvoir absolu et elle a des yeux partout. Quelqu'un dans ce conseil lui filtre constamment des informations. Tyrion ne sait pas qui, mais il doit le découvrir rapidement parce que la dernière main du roi qui ne sait pas protéger le dos, c'était Ned Stark. Et Ned Stark a perdu la tête. Maintenant, regarde l'architecture de ce piège. Tyrion rencontre 3 membres du conseil restreint, un à la fois en privé. Le grand maître Pycelle, Lord Varys et Littlefinger. À chacun, il propose une alliance matrimoniale pour Myrcella, mais voilà le truc dévastateur dans sa simplicité. Il dit à chacun un plan complètement différent. À Pycelle, il parle de Dorne, à Varys des Greyjoy et à Littlefinger du Val, en la mariant à Robin Arryn pour sécuriser la région. 3 hommes, 3 histoires, une seule condition. La reine ne doit pas savoir. Et c'est là que tu dois faire attention à ce que fait la série au niveau visuel parce que le montage est extraordinaire. Au lieu de montrer 3 conversations séparées, la scène les entremêle comme des fils d'une même toile. Une phrase commence avec Pycelle et se termine avec Varys. Une question posée à Littlefinger reçoit une réponse de Pycelle. La caméra reste proche des visages capturant les micro-expressions qui apparaissent quand Tyrion mentionne Myrcella. Au début, ça semble déroutant, et c'est exactement le but, parce que c'est ainsi que ça se passe dans la tête de Tyrion en train d'exécuter 3 tromperies simultanées en gardant chaque fil sous contrôle absolu. Le montage te plonge dans cet acte mental, tu ressens la tension de sa performance et les petits ajustements constants pendant qu'il adapte le même discours de base à 3 personnalités complètement différentes. Chaque fois que la scène change, tu te rappelles que même si elles semblent être des conversations intimes, elles font toutes partie d'un seul coup coordonné, et cela nous amène à quelque chose de crucial. Regarde à quel point Tyrion traite chaque homme différemment parce que chaque approche révèle à quel point il comprend profondément celui qu'il a en face de lui. Avec Pycelle, c'est presque trop facile. Le grand maître est vieux pompeux et douloureusement transparent. Tyrion cadre l'alliance avec Dorne comme une affaire d'urgence politique, avec des lettres scellées et un air de secret qui donne l'impression au vieil homme qu'il est important. Il fait appel à sa vanité et à son besoin désespéré de croire qu'il est encore pertinent. Et Pycelle tombe complètement dans le piège. Il joue le rôle du conseiller prudent, en caressant cette énorme barbe, hochant gravement la tête, comme s'il décidait du destin des royaumes, alors qu'en réalité, il brûle de courir le raconter à Cersei Lannister. C'est presque tragique si tu y penses. Un homme qui a servi au conseil pendant des décennies à travers plusieurs rois et sa plus grande compétence n'est pas la sagesse ni la médecine. C'est dire à la personne la plus puissante de la pièce exactement ce qu'elle veut entendre. Il a survécu si longtemps non pas parce qu'il est brillant, mais parce qu'il est obéissant. Avec Petyr Baelish, la conversation est complètement différente. Quand Tyrion propose l'alliance avec le Val Littlefinger, ne fait pas que écouter, mais négocie activement, il veut savoir ce qu'il y gagne. Et Tyrion, sachant exactement sur quel bouton appuyer, lui offre Harrenhal, l'un des plus grands châteaux de Westeros. Tu peux le voir dans les yeux de Littlefinger. Cet éclair de faim pur, c'est un homme né sans rien, un seigneur mineur d'une côte insignifiante qui a passé toute sa vie à grimper depuis le bas, et maintenant quelqu'un lui offre l'échelon le plus haut qu'il n'ait jamais imaginé atteindre. Bien sûr, il se méfie. Il demande pour Janos Slynt, à qui on avait aussi promis Harrenhal avant que Tyrion ne l'envoie au mur, mais Tyrion le rassure doucement en lui assurant qu'il est bien plus précieux. Et là est le vrai hameçon. Ce n'est pas le château. C'est la flatterie parce que la faiblesse de Littlefinger n'est pas la cupidité, c'est l'orgueil. Il a besoin de croire qu'il est l'homme le plus intelligent de la pièce. Et Tyrion nourrit cette conviction juste assez pour le garder accroché.
Pendant ce temps, de l'autre côté de l'échiquier Varys est quelque chose de complètement différent. L'araignée ne tombe pas dans le piège de la même façon. En fait, elle sait déjà pour le plan de Myrcella avant que Tyrion le lui dise, ou du moins, elle sait que quelque chose se passe. Elle s'en moque même en disant que c'était cruel de tenter Pycelle avec un secret. Pense à ce que ça signifie vraiment. Varys dit à Tyrion en face qu'il est déjà au courant de sa réunion avec Pycelle. Il montre ses cartes intentionnellement. C'est un mouvement calculé, élégant et terrifiant. Varys est le plus dangereux des trois parce qu'il collecte l'information comme d'autres respirent, c'est automatique et c'est instinctif, et Tyrion le respecte. Ça se voit dans la façon dont il le traite. Il y a moins de jeux et plus d'échanges intellectuels véritables, comme deux joueurs d'échecs qui admirent le jeu de l'autre même en essayant de gagner. Tyrion n'essaye pas de manipuler Varys comme il manipule Pycelle ou Littlefinger. Au lieu de ça, il joue presque à découvert, sachant qu'essayer de trop tromper le maître des murmures serait en soi suspect. Avec Varys, le coup le plus intelligent est l'honnêteté déguisée en stratégie. Et voici la partie vraiment brillante. Rien de tout ça ne fonctionnerait si Tyrion ne connaissait pas déjà la réponse. Réfléchis-y, il n'essaye pas de découvrir qui est déloyal, il se méfie déjà des trois. Ce qu'il fait vraiment, c'est identifier lequel d'entre eux est spécifiquement du côté de Cersei, qui va courir directement avec l'information dès que la porte sera fermée. Ce n'est pas une question de loyauté, la loyauté n'existe pas à Port-Réal, c'est une question d'alignement qui appartient à qui. Alors, le piège s'active. Cersei Lannister entre furieuse, indignée parce que sa fille sera envoyée à Dorne, pas au Val, pas aux îles de Fer, chez les Martels. Et ainsi, en un instant, Tyrion obtient sa réponse. C'est Pycelle, le plus vieux, le supposément plus fiable, celui qui se cache derrière ses chaînes, ses robes et sa performance de vieillard fragile. Il a couru le raconter à Cersei comme un enfant qui court se plaindre. Ce qui suit est l'un des dénouements les plus satisfaisants de toute la série. Tyrion envoie Bronn et ses hommes dans les appartements de Pycelle au milieu de la nuit. Ils le trouvent au lit avec une prostituée et ce qui se passe ensuite est une leçon magistrale d'humiliation. Pycelle bégaye, tout essaye de blâmer Varys, il invoque même le nom de Tywin Lannister comme bouclier en disant qu'il a tout fait pour la maison, c'est son instinct immédiat. Ne pas se défendre avec des principes, mais s'accrocher au pouvoir, le plus grand qu'il puisse nommer, en espérant que ça le sauve. C'est le même mouvement qu'il a utilisé toute sa vie, et cette fois ça ne marche pas. Et alors Tyrion lance le coup final. Il ordonne qu'on lui coupe la barbe. Et oui, à un niveau, c'est comique, c'est une image amusante, mais c'est bien plus que ça. Cette barbe, c'est son déguisement complet. C'est l'objet derrière lequel il se cache. Il la caresse quand il fait semblant de réfléchir. Il la laisse tomber sur sa poitrine pour projeter une sagesse ancestrale. Sans elle, c'est juste un vieil homme effrayé nu assis au bord du lit. Tyrion n'expose pas seulement le traître, il détruit toute la performance qui le maintenait debout. Mais ce qui fait que cette scène est plus qu'un truc intelligent, c'est ce qu'elle nous dit sur le jeu plus grand. Tyrion a mis 3 hommes à l'épreuve et chacun a réagi selon sa nature fondamentale. Pycelle sert le pouvoir directement, Littlefinger se sert lui-même et Varys observe. Varys attend, Varys garde l'information pour le moment précis. Et ça devrait t'inquiéter, parce qu'après que Pycelle est envoyé dans les cachots noirs, c'est Varys qui s'approche de Tyrion et lui dit, cette célèbre réplique sur le pouvoir comme une ombre sur le mur, il le félicite, l'appelle impressionnant. Et pourtant, il y a quelque chose d'inquiétant. Varys n'a jamais été pris dans quoi que ce soit. Il a passé l'épreuve, oui, mais passer une épreuve et être fiable sont deux choses complètement différentes. Parce qu'une épreuve mesure le comportement à un moment précis, la loyauté, en revanche, est une ligne constante. Et à Port-Réal, cette ligne n'existe pas. Varys n'a pas couru chez Cersei, non pas parce qu'il est loyal à Tyrion, mais parce que Cersei ne sert pas ses propres objectifs. Et cette différence change tout, parce que pendant que Pycelle agit par réflexe, et Littlefinger par ambition, Varys agit par but calculé, il ne réagit pas, il calcule, il ne trahit pas impulsivement, mais attend le moment où trahir a un sens stratégique. L'araignée ne joue pas pour survivre la journée, elle joue pour définir l'avenir de Westeros. Elle a ses propres plans, sa propre fin de partie que personne d'autre ne peut voir. Et cette fin n'est pas liée à une maison, ni à un nom de famille, ni même à un roi spécifique. Elle est liée à une idée abstraite, à une vision de stabilité que seul lui croit comprendre complètement. Et c'est pour ça qu'il est si dangereux, parce que tu ne peux pas l'acheter directement, tu ne peux pas facilement le prédire, et surtout tu ne peux pas supposer que tu es dans son équipe juste parce qu'il ne t'a pas encore attaqué. Autrement dit, Varys ne perd pas dans cette scène, il décide simplement de ne pas gagner encore. Alors oui, Tyrion Lannister gagne cette manche spécifique, il découvre l'informateur, nettoie l'échiquier immédiat, envoie un message clair au conseil et établit quelque chose de fondamental, qu'il n'est pas un joueur mineur, qu'il n'est pas une pièce décorative, qu'il est quelqu'un qui comprend le jeu à un niveau profond.
Et à Port-Réal, ça suffit à faire de toi une menace directe. Il démontre que l'homme le plus petit de la pièce peut être le plus dangereux, mais aussi, sans s'en rendre compte, il révèle quelque chose de clé. Il est prêt à jouer à découvert, que son intelligence non seulement existe, mais se montre. Et c'est là qu'apparaît le coup caché, parce que cette victoire a un prix que Tyrion ne comprend pas encore. En exposant Pycelle de façon si publique, en l'humiliant et en le désarmant devant tout le monde, il n'élimine pas seulement un traître, il se définit lui-même comme joueur actif. Et dans ce monde, se définir, c'est devenir une cible. À partir de ce moment, personne dans cette pièce ne peut se permettre de le sous-estimer. Il n'est plus le nain de Tywin Lannister. Il n'est plus une figure décorative qui peut être ignorée. C'est quelqu'un qui voit des schémas, qui anticipe des mouvements, qui conçoit des pièges élaborés. C'est quelqu'un qui peut te démasquer. Et ça le transforme automatiquement en quelqu'un qui doit être constamment surveillé ou éliminé. Petyr Baelish prend note mentalement. Et quand Littlefinger prend note, il n'oublie jamais. Il transforme l'information en un outil qu'il utilisera plus tard, quand ça l'arrangera, au moment précis où le coup sera irréversible. Varys l'archive dans son réseau de connaissances. Il ne réagit pas, ne s'expose pas, mais garde chaque détail avec précision, parce que Varys construit des cartes mentales du pouvoir. Et maintenant Tyrion occupe une place claire et prominente sur cette carte. Cersei Lannister le voit comme un affront personnel, et pour Cersei, ce n'est pas seulement un coup politique, c'est quelque chose de viscéral. C'est une menace directe à son contrôle, à son identité, à son récit de supériorité absolue, et quand Cersei se sent menacée, elle n'oublie pas, elle répond. Et dans une ville où l'information est la monnaie la plus précieuse, où les secrets achètent des armées et les mots renversent des royaumes, laisser tout le monde savoir de quoi tu es capable est l'un des mouvements les plus coûteux que tu puisses faire, parce que la surprise est une ressource finie et Tyrion vient d'en dépenser une grande partie. Souviens-toi de ça, c'est le même Tyrion qui sera jugé plus tard dans cette même ville, et il ne sera pas jugé seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représente. Il sera entouré de personnes qui connaissent son esprit, qui ont vu son intelligence en action et qui, précisément pour ça, le craignent. Et à Port-Réal, être craint ne te protège pas toujours. Parfois, ça accélère simplement le moment où tout le monde décide que tu dois tomber. Ned Stark a été détruit pour avoir été trop honnête, pour avoir cru que la vérité était un bouclier suffisant. Tyrion, en revanche, commet l'erreur opposée. Il n'est pas naïf, il n'est pas transparent, il est brillant et trop visible. Et cette visibilité est ce qui met en marche un schéma qui finit par le rattraper, parce que chaque coup intelligent qu'il fait, chaque victoire stratégique, chaque moment où il démontre sa supériorité ne l'approche pas seulement de la victoire, ça accumule aussi du ressentiment dans chaque coin, parce que dans ce jeu, personne n'applaudit le joueur le plus intelligent, on l'observe, on le mesure, et éventuellement on conspire contre lui, parce qu'à Port-Réal, gagner le jeu ne signifie qu'une seule chose, que tu peux continuer à y jouer. Et plus longtemps tu joues, plus tu apprends, plus tu deviens dangereux. Et plus les gens commencent à se demander combien de temps ils devraient te laisser continuer à respirer, parce qu'au final, le plus grand risque n'est pas de perdre, c'est de devenir si bon que tous les autres décident qu'ils ne peuvent plus se permettre de te laisser continuer à jouer. Si cette dissection t'a captivé, abonne-toi à la chaîne parce que chaque semaine, nous décortiquons les scènes les plus complexes de tes séries préférées. Ne te contente pas de ce que tu vois à l'écran. Comprends les couches psychologiques qui rendent ces histoires grandes. On se retrouve dans la prochaine analyse.